Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h. Les titres de ce journal. Le Cameroun renforce sa coopération avec la Chine. Ce 16 septembre, le 4e comité interministériel de suivi de la mise en œuvre des instructions présidentielles sur la coopération sino-camerounaise a officiellement lancé ses activités. Vous aurez les détails de cette rencontre tenue au ministère des Relations extérieures dans ce journal. Ensuite, bousculades, disputes et comportements irrespectueux transforment les bus et taxis en véritable terrain de tension. Alors ce soir, à l'occasion de la journée mondiale du transport public, nous allons à la rencontre de passagers et chauffeurs qui nous racontent leurs expériences. Et enfin en sport, les jeunes talents camerounais ont brillé sur le continent. Cet après-midi, à Yaoundé, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a félicité les sélections U16 dames et messieurs de basketball et floorball pour leur performance au championnat d'Afrique et à l'Afro-Basket 2025. Madame, Monsieur, c'est tout pour le sommaire. Le développement après cette transition. À l'ouverture de ce journal, prenons ce tweet du président de la République. Le pouvoir appartient au peuple. Personne ne peut l'approprier par la force, et l'intimidation, ou alors c'est la fin de la démocratie. Signé son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. À la le comité interministériel chargé du suivi de la mise en œuvre des instructions présidentielles sur la coopération sino-camerounaise a officiellement lancé ses activités ce jour. Ce 4e comité tenu à Yaoundé supervise le plan d'action 2025-2027 et réunit plusieurs membres du gouvernement sous la présidence du ministre des Relations extérieures. Les détails avec Élisée Yonda et Claudia Mobenkono. Le ministère des Relations extérieures a servi de cadre à une importante réunion de lancement officiel du comité interministériel chargé du suivi de la mise en œuvre des résolutions du 9e forum sur la coopération sino-africaine FOCAC qui a eu lieu du 4 au 6 septembre 2024. Une rencontre à laquelle le chef de l'État a lui-même pris part et a mandaté la création d'un comité de follow-up dont les missions sont clairement définies. Finir une stratégie en vue de capter les financements annoncés par le président Xi Jinping lors du FOCAC 2024. Procéder à l'identification et à la maturation des projets de développement à soumettre à la partie chinoise. Faire une évaluation régulière des avancées réalisées dans la mise en œuvre des résolutions du FOCAC 2024 au Cameroun. La présentation du comité interministériel chargé du suivi présidé par le ministre des Relations extérieures fixe le cap d'un travail encadré qui permettra à notre pays de tirer de meilleurs résultats de ce partenariat. Le gouvernement a engagé des procédures en faveur de la signature puis la ratification de l'accord cadre de partenariat économique pour le développement partagé avec la Chine. Cet accord, faut-il le rappeler, compte parmi les annonces phares de la déclaration de Shanghai de juin 2025. Cela permettrait ainsi de dynamiser les exportations vers ce pays et de bénéficier des avantages douaniers inédits y afférents. Mener à bien le suivi des engagements pris lors du sommet Chine-Afrique est essentiel afin de bonifier ce partenariat gagnant-gagnant quand on sait que la Chine est déjà le premier partenaire commercial du Cameroun et le premier investisseur dans le pays avec des investissements estimés à plus de 1,850 milliards de francs CFA entre 2000 et 2014.
L'annonce de la désignation d'Issa Chiroma Bakary comme candidat consensuel de l'opposition ne fait pas l'unanimité. Cette annonce suscite de vives réactions parmi les autres partis dont les leaders se prononcent pour clarifier leur position. Les précisions avec Antoine Okala. Quelques instants seulement après l'annonce de l'Union pour le changement qui présente Issa Chiroma Bakary comme candidat consensuel de l'opposition, que des voix s'élèvent et se désolidarisent de ce projet. Dans le mouvement citoyen national camerounais MCNC, l'on interpelle le procédé. Nous sommes en train de nous tromper de méthode. Que nous devons d'abord nous entendre sur la méthodologie. C'est-à-dire commencer par les principes devant guider le changement, continuer avec les mesures qui doivent nous aider à mettre en œuvre ces principes, choisir les critères de sélection de ce candidat consensuel et enfin peut-être préparer des accords de ralliement en faveur de ce candidat consensuel. Malheureusement, ce n'est pas la méthode qui a été utilisée. Les discussions sont focalisées sur les personnes et jusqu'à présent, on refait la même erreur. Dans le camp de l'Union démocratique du Cameroun, tout en restant prudent, il est demandé aux militants d'être vigilants. À l'Union démocratique du Cameroun, nous avons toujours défendu le choix libre. Mais de là à dire que ce candidat est un candidat ou est le candidat consensuel, il faut faire attention. De là à vouloir imposer ce candidat à toute l'opposition, à tout le monde, il faut faire très attention. Le peuple uni pour la rénovation sociale, le PURS, ne reconnaît purement et simplement la candidature consensuelle portée par Issa Chiroma Bakary. CS Matouma ne se reconnaît pas justement dans cette annonce, n'est-ce pas, de coalition autour de la personne de Issa Chiroma Bakary pour plusieurs raisons. Dans l'état-major du FSNC, il est indiqué que le leader de ce parti politique reste ouvert à toutes les propositions et discussions. Si vous avez suivi le président Chiroma, il ne cesse tous les jours de tendre la main à tous les partis d'opposition afin qu'ils se mettent ensemble pour le changement de ce pays. Parce que c'est ça en fait l'objectif de tous. Nous savons tous que ce n'est pas évident qu'un seul parti politique d'opposition se dise qu'il soit en mesure d'aller aux élections seul et couvrir l'étendue du territoire au point de dégager le parti au pouvoir comme ça. Le processus électoral en vue de la présidentielle, quant à lui, suit son cours normal en s'avançant directement vers le 12 octobre prochain. Dans la perspective de la présidentielle du 12 octobre prochain, les différents corps de métier de l'arrondissement de Figuil ont réaffirmé leur soutien à Paul Biya. Le président de section RDPC Mayoluti Est a rencontré ce jour à la salle des actes de la commune commerçants, conducteurs de taxi, comités de vigilance et bien d'autres acteurs économiques pour peaufiner des stratégies pour la victoire du candidat du RDPC. Les détails avec Amadou Adi et Bello Yaouba. Dans le cadre des consultations des différents corps de métier dans l'arrondissement de Figuil par le président de la section RDPC Mayoluti Est, Maname Sengue, en prélude de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, le président de la section a reçu les mototaximens, les présidents des sous-sections, les commerçants, le comité de vigilance, les couturiers et bien d'autres. Tous pour dire oui à la victoire de Paul Biya au soir du 12 octobre 2025. Nous devrons montrer à ces opposants que nous sommes capables. Nous devrons leur montrer qu'ils ne peuvent rien. Et que nous sommes là comme des soldats. Nous devrons leur montrer cela. Pour donc réussir toutes ces stratégies, les questions que nous nous concertons. Les différents responsables des corps de métier se sont exprimés pour renouveler leur confiance au président Paul Biya. J'exhorte tous les militants et toutes les militantes
du RDPC de rester debout pour que notre candidat soit à l'aise au bout du sort. Bien entendu, plébisciter notre candidat, son excellent Paul Biya. Nous voudrons que nous ayons 100% ici dans notre section. L'engagement des commerçants pour la rencontre de monsieur le maire, c'est pour que les choses se passent dans les bonnes conditions. L'arrondissement de Figuil, au regard des stratégies peaufinées par le président de la section RDPC Mayo Louti S, affiche les signes d'une victoire écrasante. Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable, Ailé Pierre, a présidé une rencontre à Yaoundé à l'occasion de la Journée mondiale de l'ozone. Objectif, présenter les efforts du Cameroun dans la préservation de la couche d'ozone. Les détails avec Eddie Zang et Clara de Marabs. La protection de la couche d'ozone reste une préoccupation environnementale majeure et les principaux défis de cette protection incluent la réduction des substances appauvrissantes comme les hydrofluorocarbures. Et le Cameroun fait partie des pays qui s'engagent à réduire progressivement leur production et consommation. La science a beaucoup parlé. Il est temps maintenant qu'on passe de la science à l'action. Il faut agir. Et je pense que avec ce que nous avons fait comme progrès au niveau national, nous pouvons dire que nous sommes parmi les pays qui respectent, qui ont exécuté les recommandations de la Convention et du protocole de Montréal. Et nous pensons que nous avons éliminé pas mal de produits déjà dans les circuits. Nous allons continuer. Je pense que aujourd'hui, c'est une journée très importante qui rappelle notre devoir pour préserver notre santé dans sur cette terre. À l'occasion de cette 38e édition de la Journée mondiale de l'ozone, célébrée ce 16 septembre sur le thème de la science à l'action globale, les pays sont appelés à plus d'action. Et sans cette protection, nous sommes exposés à des maladies de la peau, des cancers, bien d'autres maladies. Nous sommes exposés. C'est pour ça que l'humanité entière a jugé opportun d'avoir une convention, on appelle Convention de Vienne, pour la couche d'ozone. On a estimé que cette convention, c'est un protocole plus expressif, ce n'est pas assez opérationnel. On a donc fait le protocole de Montréal sur la couche d'ozone et surtout des effets qui détruisent la santé de l'homme. Là, nous invite à l'action. La science a fait son travail, maintenant il faut agir. C'est ça qu'il s'agit aujourd'hui. Pour cette célébration, les Nations Unies exhortent les acteurs de la chaîne de refroidissement à redoubler d'efforts pour la mise en œuvre de l'amendement de Kigali. Si cela est pleinement ratifié et mis en œuvre, un réchauffement pouvant atteindre 0,5 degrés Celsius pourrait être évité d'ici 2100. Ce 16 septembre 2025, le monde célèbre la journée mondiale du nettoyage. Au Cameroun, c'est l'occasion de parler de nos espaces à entretenir et aussi des initiatives locales et gouvernementales mises sur pied pour rendre nos villes propres. Les détails dans ce reportage d'Élisée Yonda et Marie-Duchelle Bela. Capitale politique et économique du Cameroun, les villes de Yaoundé et Douala regorgent de coins charmants et bien entretenus. Des lieux où on peut se détendre, se restaurer ou simplement profiter d'un cadre agréable. Jardins botaniques, parcs d'attractions, espaces verts, autant de trésors urbains. Ne pas entretenir ces espaces verts peut sembler anodin à court terme, mais les conséquences sont bien réelles. Pollution olfactive, dégradation des sols, disparition de la biodiversité. Préserver l'environnement, c'est agir par des gestes simples mais puissants. C'est là nous avons des activités de désensablage, désherbage, curage de caniveaux et plein d'autres choses. Tout ce qu'on trouvait à faire qui contribue à l'embellissement de la mairie. Nous avons écuré les rigoles, nettoyé les routes, ramasser les ordures et les papiers et couper les herbes, tailler des herbes. Maintenant je sais maintenant prendre soin des alentours de ma maison, surtout en règle d'hygiène. Couper les ordures, balayer et dire aux autres qu'on n'est pas aussi. Chaque
année, le 16 septembre joue un rôle crucial. C'est la journée mondiale du nettoyage. Elle nous interpelle, nous rassemble et nous rappelle que nos espaces sont le cœur vivant de nos villes. Hier lundi, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba, a lancé la phase 2 du projet Release. Celui-ci prévoit la construction des centrales solaires photovoltaïques de Marois et de Guider. Cette seconde phase vise à doubler la production du réseau interconnecté dans la région du Nord. Samuel Adjewa pour les détails. Le Cameroun franchit un nouveau cap dans sa transition énergétique. À Marois, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba, a présidé la cérémonie de pose de la première pierre de la phase 2 du projet Release. L'événement a réuni les membres du gouvernement, les élites locales, ainsi que les directeurs d'Eneo et de Scatec. Dans cet élan d'amélioration de l'offre énergétique et face à une demande toujours croissante, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a ordonné la diversification des sources de production énergétique par la construction de nouvelles infrastructures énergétiques, notamment le développement de l'énergie solaire, en particulier dans les régions septentrionales de notre pays. Le site de Marois 2 à Maël couvrira 39 hectares pour une capacité de 19,8 MW. La centrale de Guider 2 à Sanguéré-Kola s'étendra sur 18 hectares pour 8,8 MW. Ces infrastructures renforceront le réseau interconnecté du Nord et sécuriseront l'approvisionnement électrique face à la demande croissante. Pour répondre à ce défi et face à la demande croissante en énergie, Eneo a engagé depuis 2016, avec l'appui et le soutien du gouvernement, une dynamique de diversification et de sécurisation de l'offre énergétique. Nous avons augmenté la capacité thermique de 4 à 72 MW. La pose de cette première pierre de la phase 2 du projet Release marque le début d'une nouvelle ère pour l'énergie solaire dans le Grand Nord, offrant aux populations une électricité plus propre, fiable et durable. Poursuivons à Douala avec les exécutifs communautaires et municipaux qui se réunissent pour établir des passerelles entre les communes et accélérer leur développement. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le maire de la ville. Les détails de cette rencontre qui a eu lieu ce jour avec Sylvain Sango et Marthe Matip. Explorer les pistes communes d'action en vue de l'accélération du développement harmonisé, harmonieux et hargneux du Cameroun, objet au cœur des échanges depuis ce mardi à Douala entre les maires de villes et de communes, décidés à mettre en branle le potentiel, plan tous azimuts, de leurs collectivités respectives, au fond de parvenir à un niveau presque égal de réalisation au bien-être des populations. Examiner ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer le développement de nos villes, pour améliorer la compétitivité de nos villes, pour améliorer le tourisme, pour améliorer beaucoup de choses qui peuvent permettre de faire en sorte que le cadre de vie de nos concitoyens soit lui aussi amélioré. Il est donc de ce fait impérieux que soit satisfait le préalable de ces assises de 2 jours consacrées aux journées de l'intercommunalité et de la coopération décentralisée sous un thème fort parleur, à savoir l'intercommunalité, un levier de développement intégré des territoires. Cette intercommunalité peut nous permettre de mobiliser des milliards d'investissements, peut nous permettre de créer des emplois et nous renforçons par ce biais l'action globale de l'État. Je crois que c'est l'objectif de la décentralisation, tel que voulu par le chef de l'État. Les participants ont eu droit à des exposés sur des questions relatives à la mise sur pied des instruments juridiques, plateformes associatives, syndicales et incubateurs, cours magistral appuyés sur la thématique visant à rendre possible ces coopérations et implémentables les résolutions de cette assise. Nous pensons donc qu'au terme des journées qui sont ouvertes aujourd'hui, nous pourrons éclairer davantage les pistes d'action communes entre les villes et les... Douala, ville poumon du Cameroun, au cœur de cet événement, a fort à apporter dans ce front commun. Douala est en train de déverser son trop-plein
sur les communes environnantes. Et il est de notre intérêt de faire en sorte que le cadre de vie dans ces communes s'améliore aussi. C'est pour cela que nous pensons qu'il faut développer cette coopération. Et nous avons des coopérations décentralisées avec plusieurs communes. Il est donc émis le pieux vœu de rendre fructueux ces échanges pour une collaboration gagnante. D'abord entre communes du terroir et ensuite avec les communes extérieures. Pousser, bousculer, répondre au téléphone à voix haute ou lancer des remarques désobligeantes, ces gestes devenus presque banals dont les bus et taxis traduisent un incivisme qui gangrène les transports en commun. Entre passagers irrités et chauffeurs parfois sur la défensive, les trajets se transforment en scène de tension. En cette journée consacrée au transport public, dans ce reportage qui va suivre, allons à la rencontre de quelques personnes qui vivent souvent ces scènes. C'est dans ce reportage que signe Clara de Maraps et Madoché Kuaté. Dans les transports en commun, le respect des règles du savoir-vivre semble parfois facultatif. Pousser, bousculer, manger ou encore répondre au téléphone de manière bruyante sont autant de gestes qui rendent les trajets désagréables et fatigants. Les clients qui sont sagants, de fois, comme les sièges sont percés, comme ça, ils enfilent ça, une fois sur les sièges, ou ils versent ça partout. Oui, et moi ça me dérange, quand ça ne va pas de fois, ils te déchargent. Ou tu arrêtes de manger, ou tu descends. Souvent, ils crient même souvent comme ça là. Ça met les clients aussi mal à l'aise. Ils doivent se comporter comme quelqu'un, il peut dire ça comme quelqu'un de normal. Parce que quand ils font souvent ça, c'est comme quelqu'un qui ne réfléchissait pas. Comme il n'était pas menti, fais comme tu veux. Il peut te mentir. Il faut me laisser tes choses là. Je suis dans le taxi. Et quand tu m'as appelé, je t'ai dit qu'il est temps de prendre le taxi. L'incivisme qui prend différentes formes est devenu une réalité quotidienne. Les conflits ne naissent pas toujours de grandes raisons. Souvent, il s'agit de paroles mal choisies ou de comportements déplacés. Entre usagers et conducteurs, il suffit d'un mot ou d'un geste pour que la situation dégénère. On se retrouvait parfois à la brigade au commissariat par rapport à ces problèmes de pièces, c'est-à-dire le remboursement. On arrive en cours de rue à part les pièces. Si vous descendez à 3 ou à 4, à 3 on peut vous donner 500. Quand vous êtes seul, peut-être que à part les pièces. Si on peut acheter quelque chose, on achète. Si on ne peut pas acheter, de laisse avec les 500. Donc même si tu les laisses avec les 500, ils disent non, il ne faut pas passer à ton âme. Comment c'est les points, ils t'arrêtent. Pourquoi quand tu charmes la voiture, on crie, montez avec la monnaie, mais ils vont tout faire le contraire. Donc nous sommes habitués comme ça avec eux. Dans les policiers là. C'est ici que le commissaire vient nous. C'est quoi? On doit nous trouver ici. Le commissaire va nous trouver ici. C'est tout. Vous garez le camion. Ces situations illustrent combien la cohabitation dans les transports peut vite devenir conflictuelle. Non, il y a toujours le manque de respect sur la ligne ici. Même si tu parles n'importe comment, on te prend toujours à chaud. Non, ici là c'est un combat. Depuis le matin, c'est moi qui devais charger. Voilà, il faut que vous le rang. Allez, désordonner. On met l'ordre, il veut tout faire le désordre. Déjà, certains jettent les pots de bananes, les pots de... les épluchures des ocres à travers la vitrine là, ça cause un problème d'insalubrité. Et parfois aussi tu peux t'asseoir et vous mettez quelqu'un à côté de moi qui déjà n'est pas déjà assez propre, très pauvre, et puis il te sert et tu t'assois là où peut-être il y a l'offert là. Surtout à mon âge là, je peux attraper les problèmes au niveau des nerfs fessiers. Quand tu paies le prix normal quand même, il faut, avant qu'on te surcharge, on doit d'abord te demander si c'est possible qu'on puisse mettre quelqu'un. Souvent, ce sont mes collègues là. Ils fument. Tu es sur la moto avec, il peut un client et il est en train de fumer la cigarette. Ça nuit peut-être au client parfois. Et quand le client veut parler, ça devient un problème. Au-delà des conflits ponctuels, le problème révèle un manque de maîtrise de soi et de respect des autres. Les extrêmes pourraient être évités si chaque acteur du transport adoptait les bonnes pratiques. C'est l'incompréhension qui nous tue souvent et la façon aussi d'aborder. Sinon, quand le client aborde bien un chauffeur, on finit par s'entendre. C'est la façon dont il nous aborde que ça finit mal. Sensibiliser les passagers et les conducteurs aux règles de savoir-vivre est essentiel pour garantir un transport harmonieux et sécurisé. Incivisme, stress et tension rythment le quotidien dans les transports en commun. Mais un effort basé sur le respect mutuel et la maîtrise de soi pourrait transformer chaque trajet en un moment plus serein et civilisé.
Le comité de développement et de mobilisation des élites et forces vives de la Léquié, Codemev, s'est rendu ce lundi au domicile de feu Luc Ndjodo à Yaoundé. Objectif, exprimer sa solidarité à la famille du magistrat parti en août dernier. Les détails dans ce reportage. Le domicile de Yaoundé de feu Luc Ndjodo, ancien procureur général près la Cour suprême, a reçu une délégation du comité de développement et de mobilisation des élites et forces vives de la Léquié, Codemev, Léquié. Une visite qui témoigne de la solidarité et du soutien de la communauté de la Léquié, département d'origine du défunt. Le ministre Yeba ici a constitué une délégation pour présenter les condoléances à la famille en rappelant que le procureur général était le président d'honneur, n'est-ce pas, du comité de mobilisation des forces vives et des élites de la Léquié. Dans une atmosphère empreinte de recueillement et d'émotion, les membres du Codemev Léquié ont exprimé leur soutien à la famille éplorée, réaffirmant l'unité et leur mobilisation autour de l'héritage laissé par l'illustre disparu. Symbolique et tout simple. Le département de la Léquié est une grande famille. Et normalement, dans une famille, s'il y a un membre de la famille qui est en pleurs, la famille doit témoigner. La famille ne doit pas seulement témoigner quand un membre de la famille est en joie. La famille Ndjodo est profondément touchée par cette marque d'attention. Pour le chef de la délégation, il est tout à fait normal que la communauté se mobilise autour de la famille afin de rendre hommage à un de ses dignes fils. Il est normal que sa famille biologique se sente épaulée, ne se sente pas seule. Et c'est ce que nous sommes venus faire et je suis heureux que tous les membres de la délégation soient présents. En quittant la résidence familiale de Yaoundé, la délégation du Codemev Léquié a assuré sa disponibilité à accompagner les familles dans toutes les étapes liées aux obsèques de Luc Ndjodo. Au-delà du deuil, cette mobilisation traduit la volonté de la Léquié de rester soudée autour de ses valeurs et de continuer à honorer la mémoire de ses fils et filles. À l'international, au Soudan du Sud, dans un rapport intitulé « Piller une nation », la Commission des droits de l'homme de l'ONU dénonce le détournement massif des recettes pétrolières et non pétrolières. Et au Malawi, les citoyens ont voté ce jour pour élire leur président, leurs députés et leurs conseillers municipaux. Les détails de ces informations dans ce condensé que signe Marie-Duchelle Bela. Au Soudan du Sud, le premier rapport de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, intitulé « Piller une nation ». Depuis son indépendance en 2011, le Soudan du Sud a généré 25,2 milliards de dollars en recettes pétrolières. Pourtant, aucune partie de cette somme n'a été investie dans les services de base comme la santé, l'éducation ou l'accès à l'eau potable. Le rapport révèle des systèmes de détournement sophistiqués impliquant des paiements à des entreprises fictives ou liés à des hauts responsables, à l'instar de 1,7 milliard de dollars versés à des sociétés connectées au vice-président Benjamin Bol Mel pour des travaux routiers jamais réalisés. Le pays est classé dernier dans l'indice de développement humain de l'ONU. Près de 2 tiers des 12 millions d'habitants souffrent de faim critique ou pire, les systèmes éducatifs, sanitaires et judiciaires sont en ruine et la majorité des fonctionnaires sont sous-payés ou non payés. Au Malawi, ce 16 septembre 2025, les Malawites se rendent aux urnes pour élire leur président, leurs députés et plus de 500 conseillers municipaux. Ce scrutin est particulièrement symbolique. Il s'agit du premier vote national depuis l'annulation de l'élection présidentielle de 2019, un événement rare en Afrique qui avait conduit à un nouveau vote en 2020 et à la destitution du président sortant, Peter Mutharika.
La commission électorale du Malawi est scrutée de près pour garantir la transparence du processus. Le vote se déroule selon la règle du 50% plus 1, ce qui pourrait entraîner en second tour si aucun candidat n'obtient la majorité absolue. Le pays est confronté à une crise économique sévère marquée par l'inflation, les pénuries de carburant et de devises. Ces difficultés alimentent un fort désir de changement chez les électeurs qui se montrent de plus en plus désabusés face aux promesses non tenues. En sport, le ministre des Sports et de l'Éducation physique félicite les sélections nationales U16 dames et messieurs de basketball et de floorball pour leur performance à l'international. Médaille d'argent et de bronze à l'Afro-Basket 2025 et titre de champion et vice-champion d'Afrique de floorball en Côte d'Ivoire. Les détails de cet événement tenu ce jour à Yaoundé avec Madoché Kouyaté et Eric Bilon. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Restons en sport avec la Ligue des champions de l'UEFA qui reprend ses droits ce soir avec Real Madrid face à l'Olympique de Marseille. Pour cette saison, 2 Camerounais seront à suivre. Franck Zambo Anguissa et de Napoli et Christian Kofan de Bayern. La présence des Camerounais est de moins en moins perceptible dans cette compétition, une situation à laquelle s'indignent les supporters des Lions indomptables. Nous écoutons quelques-uns au micro de Wilfried Marga. Ça démontre la prestation du football camerounais. Le football camerounais est en perte de vitesse. Donc, autrefois, on savait que, vous disiez tout à l'heure, les années 2000. Les années 2000, on savait que quand on parlait d'une Ligue des champions, on aura Marc-Vivien Foué, paix à son âme. Avec Lyon, on aura Jérémy Ditap. Avec le Real, on aura Samuel Eto'o. Avec Barcelone, on aura... Ah bon, ouais, on se cherche maintenant, c'est comme ça. Voilà. Alors, le véritable problème qu'on avait, voilà, c'est qu'on vit aujourd'hui. Que le Cameroun a tellement de bons joueurs qui sont en étranger, qui jouent bien en étranger. La question se pose que pourquoi ils ne s'engagent pas dans les clubs qui peuvent jouer les Champions League. Le cas, on prend le cas de Bémo. Il pourrait bien s'engager avec un club qui pourrait jouer la Champions League. Mais il allait, on ne sait pas ce qu'il cherche, si c'est l'argent ou c'est l'honneur qu'il allait chercher. Et Baleba et autres, on a assez de ces grands joueurs. Ça joue un peu sur les performances de l'équipe nationale parce que aujourd'hui, d'abord, pour voir les joueurs de haut niveau, on se base plus sur le continent européen et on voit qu'au niveau de la Ligue des Champions, on a juste peu de joueurs et ce qui fait en sorte que le niveau aussi de l'équipe nationale est aussi un peu plus bas. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus l'éthique de nos grands frères avant, les Samuel Eto'o, les Robertson et consorts. Ils étaient disciplinés, ils savaient ce qu'ils voulaient, mais j'ai l'impression que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus ce comportement-là. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Même le championnat n'est plus au même niveau que le championnat qu'on avait avant. Donc tout ça joue contre le Cameroun. Madame, Monsieur, fin du 20h de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent à demain 20h.